Alors merci beaucoup Julia Dec d'être là. Je viens de raconter la genèse finalement de votre venue ici. C'est parce que Arnaud Vivian nous avait tout de suite dit à quel point il avait apprécié cet ouvrage. Évidemment, on l'a lu immédiatement. On l'a trouvé au moins aussi excellent que ce qu'il avait pu dire. Et puis j'ai dû, évidemment, à l'aune de notre invitation d'aujourd'hui, le relire évidemment une deuxième fois tout récemment. Je redis, c'est un bouquin formidable. Certains l'ont lu, d'autres pas encore. Mais évidemment, après cet entretien, vous irez tous dans la librairie la plus proche, parce que ce roman qui s'appelle Anne d'Angleterre, c'est pas sur la royauté, c'est pas Anne d'Angleterre, c'est le prénom de la maman de Julia Dec, d'origine anglaise. Mais voilà. Mais on a voulu vous inviter parce que dans ce roman, dans ce livre, vous êtes une quadragénaire qui a une maman qui a un accident sur lequel vous allez revenir. Et à ce moment-là, vous allez vivre la vie, en réalité, de millions de Français qui l'ont vécu, qui le vivent aujourd'hui, qui le vivront demain. Sauf que vous avez un privilège immense par rapport à ces millions de Français. Vous avez une plume brillante, drôle, acérée, et que vous avez pu mettre ces sentiments, ces impressions, ces témoignages dans un roman. Et c'est pour ça qu'on voulait vous inviter, parce que vous êtes d'une certaine manière, non pas le porte-parole, mais vous avez témoigné de ce que vivent un certain nombre de millions de gens. Je voudrais commencer peut-être par le commencement. Votre maman est chez elle, vous la visitez régulièrement, et un jour vous arrivez et elle est par terre. Oui, donc moi je me suis retrouvée plongée dans le monde des EHPAD du jour au lendemain sans aucune espèce de préparation, parce qu'en effet je suis arrivée chez ma mère et elle était au sol suite à un AVC, et il a été établi assez vite qu'elle était au sol depuis 28 heures, c'est-à-dire un quart d'heure après mon départ la veille. Et ça a été un point de bascule total parce que la veille, j'avais connu une personne tout à fait indépendante, âgée certes, mais prenant grand soin de sa personne, alimentation parfaite, exercice physique, extrêmement vive sur le plan cognitif. Elle parlait, elle lisait tous les jours dans 3 langues. Et le lendemain, elle qui cochait toutes les bonnes cases s'est trouvée à cocher toutes les mauvaises. C'est-à-dire que accident cérébral très grave, prise en charge très tardive, et puis elle avait dépassé 80 ans. Donc, du point de vue de la survie et de la prise en charge, c'est exactement le type d'individu dont on ne donne pas cher. Alors, à ce moment-là, va commencer un parcours que malheureusement, une fois de plus, des millions de gens vivent sans avoir la capacité de le décrire comme vous l'avez fait. Alors, vous avez des établissements de santé que vous avez rebaptisés. On ne vous demandera pas quel est l'établissement qui se cache derrière l'hôpital de la Charité arbitraire, ou bien derrière le service des urgences de l'hôpital Brico-Ouest, à l'évidence dans l'ouest parisien. Donc vous avez cet humour consistant à finalement rebaptiser ces lieux de soins. Mais quand même, ce qui est moins drôle, c'est que vous allez passer de la salle des urgences, où vous allez attendre dans un bloc pendant, là aussi, près de 24 heures. Vous allez ensuite dans un service d'urgence, à l'IRM, puis dans un soin de suite, pour être dans un EHPAD au fond. Comment vous avez vécu ce que vivent une fois plus des milliers de gens, ces déplacements à répétition pendant à peine quelques semaines ? D'abord, on est en état de choc, parce qu'évidemment, je n'étais pas du tout préparée à ça, bien entendu, et se présente à vous le dédale des services hospitaliers. Et à chaque fois, il fallait recueillir mon consentement, puisque le consentement de la patiente, elle n'était pas suffisamment consciente. Et je me suis trouvée à devoir faire des choix où on m'expliquait que c'était mieux d'aller dans tel ou tel endroit. Et évidemment, dans l'urgence, moi, je ne pouvais m'en remettre qu'aux éléments qu'on me donnait. Donc, oui, j'avais confiance en l'hôpital, évidemment. Donc, j'ai suivi les préconisations. Mais très vite, je me suis rendu compte que ce qu'on me présentait dans mon intérêt n'était en réalité ni dans mon intérêt et encore moins dans l'intérêt de la patiente, mais plutôt
dans l'intérêt d'un service des soins qui était bien d'un service de santé qui était bien à la peine. Alors, il y a une autre dimension que vous décrivez bien, c'est le temps, l'attente. C'est-à-dire qu'il y a ce déplacement des lieux, mais il y a aussi la notion de temps. Vous êtes dans ce service d'urgence, vous attendez des heures, vous repassez chez vous d'ailleurs, vous changez, vous revenir, bon, et votre mère à ce moment est toujours dans le bloc d'attente, et à un moment donné, elle est dans un service de suite, vous demandez mais quand c'est qu'elle peut faire ça, on vous dit bientôt. Donc il y a cette notion de temps aussi qui s'ajoute au stress qui est le vôtre à ce moment-là. C'est quoi cette notion? Est-ce que les soignants jouent avec vous? Est-ce qu'on est passif par rapport à ça? Ce qui était très surprenant, c'est qu'on arrive dans un service d'urgence d'abord, et puis il se passe rien. Et moi, j'avais bien conscience que dans le cas d'un AVC, il faut intervenir en réalité le plus vite possible. Alors, soit une intervention chirurgicale est possible. Quand elle n'est pas possible, il faut mettre en place tout de suite la rééducation qu'il est possible de faire. Et là, rien. Et en réalité, pas vraiment rien, parce que on a stabilisé les constantes vitales. Et ça me paraissait effarant, parce qu'on a bien conscience que les séquelles peuvent être énormes. Donc, à quoi ça sert de préserver les constantes vitales si on ne fait rien pour que la personne regagne au maximum de ses possibilités? Donc, pour moi, il y avait une forme de perversité terrible à soigner sans soigner. Et surtout une impossibilité de dialogue, c'est-à-dire qu'il n'y a eu à aucun moment un échange permettant simplement de mettre les choses sur la table, quoi. Si les médecins n'ont pas le droit de vous parler, mais il y a une aide-soignante à un moment donné qui vient vers vous. Enfin, dans la hiérarchie, c'est l'aide-soignante qui vient vous parler. Alors c'est vrai que les rapports étaient d'autant plus francs qu'ils étaient avec le bas de la hiérarchie. Oui, les aides-soignantes qui sont au plus proches des patients, des résidents après en EHPAD tous les jours. Oui, évidemment, on avait un dialogue plus franc et direct qu'avec les médecins qui étaient davantage dans un discours d'évitement. Mais ça encore, j'ai mis du temps à comprendre parce que j'étais en état de choc, c'est qu'ils n'ont pas les moyens humains, les moyens techniques, les moyens financiers pour faire ce qu'ils devraient faire dans ce genre de situation. Alors vous avez ensuite aussi une description des lieux. Alors je rappelle, on n'est pas en 1980, on est en 2022. Et vous allez visiter à un moment donné un établissement dans lequel votre mère est hébergée. Comme la façade, les murs sont de cette couleur dite par convention saumon. On pourrait aussi la qualifier de pêche, encore que les pêches ne se présentent pas davantage sous l'orange maladif qui porte leur nom. En renonçant à toute tentative de maquiller le réel, on pourrait dire de cette peinture qu'elle est rose cafard, un rose en quelque sorte oxymorique, détourné de sa nature primitive, qui suggère la vivacité et le renouveau pour désigner le morbide. Quant au lino, je ne vois pas quel adjectif décrirait mieux sa nuance que celui de pisseux. Bon, et puis ça continue comme ça. C'est marrant parce qu'on a commencé la matinée avec une professionnelle du design, et vous décrivez encore des lieux, au fond, qui restent des lieux très, très ternes. Alors c'est vrai, ça m'a poussé à une réflexion sur les lieux. C'était assez paradoxal, à vrai dire, parce qu'il y a eu un premier service en gériatrie qui était en réalité assez beau, bien entretenu, très lumineux, avec une espèce de lumière céleste. C'était justement le service où il se passait absolument rien. Et j'ai compris que c'était un mouroir. Oui, enfin voilà, c'était les gens dont on donnait vraiment pas cher du tout. Et est arrivé ensuite le transfert dans le SSR, le service de soins de suite. Et alors là, tout d'un coup, c'était le Capharnaüm pas possible, donc le passage que vous venez de lire. Et l'idée que ça donnait tout de suite, c'est qu'il valait mieux déguerpir le plus vite possible. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas attendre aucune espèce de rééducation. Le message était clair, il était véhiculé par le décor. C'est tout vaut mieux que de rester ici. Ça m'a posé plein de questions quand on sait évidemment l'importance du cadre dans la cure, la guérison, l'état de bien-être général de tout un chacun en réalité. Et alors vous décrivez aussi quelque chose qu'on retrouve souvent en EHPAD, les directeurs le savent bien. On a souvent en face de nous
des enfants de résidents qui ont l'air d'être des diplômés de tous les doctorats du monde et qui savent bien mieux que le médecin coordinateur ou l'infirmière ce qu'il faut pour sa mère. Bon. Ça peut créer parfois quelques dialogues de tension. Bon. Et vous êtes là-dedans, c'est-à-dire que vous décrivez bien comment des médecins vous délivrent un jargon parfois incompréhensible, comment l'un s'est carrément trompé, le premier, là, le médecin généraliste qui a pas forcément qui a interrompu un médicament au moment où il ne le fallait pas. Enfin, bref. Et puis vous êtes dans cette posture où vous voulez évidemment le bien de votre mère, vous voulez que ça aille vite, vous voulez que ça avance, quoi. Bon, mais où vous avez aussi un jugement sur il faudrait ci, il faudrait ça. Voilà, là, il faudrait un ergothérapeute, là, il faudrait un diététicien ou enfin un tel ou tel médecin. Comment vous êtes confronté à ce que vous pensiez, parce que vous l'aviez lu ou entendu, et puis parfois le côté un peu sourd du médecin qui est en face de vous. Oui, alors c'est vrai que l'accident cérébral résultait en réalité d'une erreur médicale. Donc j'étais pas forcément extrêmement bien disposée, et en plus s'ajoute à ça la position de proche, la position de fille. En effet, on est pétri de culpabilité, en effet, on est sous le choc, oui. Donc, on n'est pas forcément facile à gérer pour le personnel soignant. Néanmoins, il me semblait très, très étonnant qu'il n'y ait aucune approche clinique. C'est-à-dire, il y a eu une imagerie cérébrale très, très vite, mais au bout de 2 mois et demi, ma mère, qui regagnait quand même conscience de plus en plus, n'avait toujours pas vu de neurologue. Donc pour un accident majeur au cerveau, ça paraît quand même délirant. Et les échanges avec les neurologues avaient lieu systématiquement à travers un échange d'emails. Mais jamais quelqu'un n'est venu s'intéresser à cette patiente-là précisément, jusqu'à la venue par l'intermédiaire de connaissances d'une neurologue d'un autre hôpital. Donc il a fallu intriguer, pour ainsi dire, pour avoir un avis de spécialiste. Et là, tout d'un coup, les choses ont changé. Donc on était pas loin de 3 mois après l'accident. Là, il y a eu un véritable discours neurologique qui a été posé sur cette patiente-là. Une rééducation a été mise en place de très brève durée, mais les progrès ont été immédiats. Donc, oui, certes, ce n'est pas toujours facile de s'entretenir avec des proches de patients ou de résidents sous le choc, mais il faut quand même pouvoir moyenner et s'entendre, enfin trouver un dialogue commun, parce que sinon, évidemment, oui, on est confronté à des situations d'abandon total. Là, au-delà des constats médicaux, il y a les démarches administratives. Là, je ne résiste pas au plaisir de lire là encore un passage. L'assistante sociale est une jolie femme rousse au regard atlantique. Son bureau donne sur de grands feuillus. Elle inspire confiance et autorité. Tout de suite, elle me dicte une liste de choses à faire. Je dois prendre la main sur le compte en banque de ma mère, remplir un dossier de demande d'aide financière pour la perte d'autonomie et visiter des maisons de retraite. Elle me prévient. À Paris, un établissement coûte 3 800 € en moyenne. Pour un bon, comptez 4 500. La retraite de ma mère s'élève à 1 700. Je dois trouver 3 000 € par mois. Ou je peux emmener ma mère en province, c'est moins cher. Pour m'assister dans mes recherches, elle me tend la carte d'une professionnelle, puis elle change son fusil d'épaule. Au cas où ma mère rentrerait chez elle, je dois aussi demander des devis pour adapter l'appartement aux besoins d'une personne à mobilité réduite. Je dis que le docteur Egal juge cette éventualité peu probable. Après ce rendez-vous, je ne pense plus qu'à l'argent. Je fais les calculs, j'imagine ce que son Renault vit en fonction. Il suffit de vendre l'appartement, balaye le docteur Egal dans un haussement d'épaule. Bien sûr, bazarder en 5 minutes le lieu qui matérialise l'accomplissement d'une vie pour enrichir des escrocs. Je connais la réputation des EHPAD. Voilà, c'est pour vous ça. Hein. Bon, mais c'est vrai que du coup, vous traduisez ce que tout le monde connaît ici, c'est-à-dire que du jour au lendemain, non seulement vous avez la souffrance de votre mère dans un état affaibli, mais tout de suite, il y a les démarches administratives, remplir ça. Vous allez ensuite à la ville de Paris pour remplir des demandes, dans un passage là aussi assez drôle que je n'ai pas le temps de lire, vous le découvrirez vous-même. Voilà, mais là aussi, donc, ça veut dire que... et puis, vous avez ce contact avec le monde des EHPAD. À l'évidence, vous ne pouvez pas le cacher. Votre première appréhension du monde des EHPAD, c'est quand même pas joli. Alors, on était 3 mois après l'apparition des Fossoyeurs. Donc, évidemment, l'image au premier abord n'était pas très, très favorable. Et en effet, il faut du jour au lendemain reprendre la gestion administrative de toute une vie. Alors là, je peux vous dire que si je pouvais prétendre à une phobie administrative avant, là, j'ai fait des progrès à la vitesse de l'éclair. Et en effet... la première personne qui m'a parlé avec un peu d'empathie, c'est
une personne dont on m'a donné la carte à l'hôpital, et j'ai compris après, parce que les choses n'étaient jamais réellement dites. Ça, c'est aussi quelque chose qui fait obstruction, en fait. Quand on vous dit pas vraiment les choses, on se méfie encore plus, et ça retarde les démarches d'autant plus. Mais bref... On me tend la carte de cette personne qui était une courtière. Donc, vous devez le savoir, il y a un logiciel dont j'ai oublié le nom qui permet de localiser en temps réel le nombre, les établissements avec des places disponibles en fonction de vos critères géographiques et votre budget. Et donc, cette personne extrêmement aimable pour la première fois de tout ce parcours commence à me tenir un discours qui, pour moi, était un discours d'agent immobilier. Et là, j'ai compris que j'étais face à un marché immobilier comme quand j'avais moi-même cherché à me loger. À ce moment-là, on ne m'a parlé que des hôpitaux, que des EHPAD privés. Je pense que en raison du scandale Orpea, beaucoup de places s'étaient libérées et c'était évidemment beaucoup plus facile d'orienter ma mère vers ce genre vers ces établissements-là. Mais là encore, j'ai eu une sorte de réaction de méfiance décuplée simplement par le fait que les choses n'étaient pas dites, n'étaient pas claires. Et puis tout d'un coup, de se retrouver dans ce registre complètement commercial, alors que moi j'attendais d'abord un discours médical. On était encore très peu de temps après l'accident. Et voilà, finalement, tout se transformait en discours administratif, en discours commercial, alors que soi-même, on est pris dans des considérations complètement affectives. Donc comment est-ce qu'on peut réconcilier tout ça ? Alors ça, vous le décrivez évidemment parfaitement, de la même façon que vous décrivez aussi les personnes qui vont suppléer finalement le déficit de personnel. Il y a ce monsieur retraité qui vient faire de la lecture, ça ressemble un peu à ce que disait Askelovitch sur, voilà, vous voyez vous-même, vous êtes très, impliqué, vous allez quasiment tous les jours voir votre mère, lui parler de ses souvenirs, etc. Comment vous avez appréhendé là aussi cette espèce d'aide informelle qui se met en place au-delà du personnel habituel ? Oui, comme il ne se passait vraiment pas grand-chose, j'y allais quasiment tous les jours, et puis ça a duré 6 mois quand même. Donc j'étais assez épuisée, et puis je me suis dit, oui, les proches ne sont pas toujours la meilleure influence en fait, il faut des influences extérieures, surtout s'il s'agit de regagner un peu d'indépendance. Et j'ai fini par trouver un bénévole par une association, et ça c'était assez miraculeux, je dois dire, parce que donc ma mère était quand même encore vraiment dans les vapes, mais on pouvait quand même interagir, elle me reconnaissait, elle reconnaissait ses amis. Et j'ai trouvé ce bénévole qui était un monsieur très âgé, qui faisait la lecture aux mourants principalement. Et il a proposé de venir lire Le Monde et le Canard enchaîné à ma mère, 2 fois par semaine. Et il avait une toute petite voix, et en plus on portait des masques parce qu'il y avait une énième résurgence du Covid. Donc autant vous dire que la communication était sans doute extrêmement entravée. Moi, je n'ai pas assisté à ces séances, mais l'attention qu'a porté ce bénévole à ma mère, le fait de lui lire des journaux qui lui étaient familiers, qu'elle lisait elle-même, auxquels elle avait un rapport affectif, finalement, il s'est produit quelque chose, ça a stimulé la mémoire. Autant elle oubliait systématiquement certaines visites, les trucs en coup de vent, bonjour madame, ça va madame, au revoir madame, autant la visite régulière de ce bénévole, qui réellement la regardait dans les yeux, lui parlait, l'écoutait et lui parlait de choses qu'elle n'était pas du tout en état de comprendre, mais qui lui importaient, ça a produit des effets très importants. Et la dernière étape de ce parcours, c'est que votre mère entre en EHPAD. Et là, ça a l'air d'être beaucoup plus sympa, en fait, que les étapes précédentes. Elle réapprend... d'abord, elle se relève beaucoup de son accident, de son AVC. Vous la croyez, enfin, il y a des pages où vous pensez que quand votre angoisse, à chaque fois, tous les jours, vous rentrez à un moment dans la chambre de l'hôpital et le lit est vide, vous pensez que c'est fini, quoi. Bon, en fait, elle est en soins. Donc, il y a un moment donné où on est sur la corde raide et finalement, elle se remet. Vous dites d'ailleurs, à un moment donné, on a presque... pas envie, mais on se dit presque à un moment donné, ça va être soulagement. On va être soulagé si demain on apprend qu'elle disparaît. Et puis hop, elle a complètement repris et elle finit sa vie donc dans un EHPAD. Alors sa vie n'est pas finie. Non,
Elle est aujourd'hui en EHPAD, je veux dire. Oui. Elle n'a pas complètement récupéré, loin de là, mais elle a fait des progrès inespérés. Et d'ailleurs, elle continue 3 ans et demi après à faire des progrès au niveau du langage. Elle est en fauteuil, mais elle peut se déplacer elle-même dans son fauteuil, elle peut manger toute seule, elle continue de reconnaître ses proches. Donc effectivement, des progrès ont été accomplis, ils continuent de s'accomplir. Oui, et bon, alors après 6 mois d'enquête pour trouver le bon lieu, après c'est toujours arbitraire, hein, comment est-ce qu'on prend la décision pour quelqu'un d'autre? Je vais vous dire comment j'ai pris la décision. En fait, à la fin, j'avais le choix entre 2 établissements, un de la ville de Paris qui m'avait paru très très bien, et puis un autre en proche banlieue parisienne. Les 2 avaient des avantages, des inconvénients, enfin les 2 m'inspiraient très grande confiance. Et j'ai fini par choisir justement en fonction du cadre, en fonction du décor. Celui où se trouve l'EHPAD où se trouve ma mère aujourd'hui ressemble quasiment trait pour trait au bâtiment, au château où se déroule mon précédent roman. Je me suis dit, finalement, dans Monument National, donc mon livre qui était paru 2-3 années avant, j'ai voulu croire qu'il y avait une forme de pressentiment et que c'est là que ma mère serait le mieux. Écoutez, si ça se trouve, le directeur ou la directrice de cet établissement est dans la salle, puisque, évidemment, cet établissement n'est pas nommé dans le livre. Deux dernières questions. La première, comment vous avez eu l'idée d'écrire là-dessus? Vous avez vécu, donc, à l'évidence, dans votre chair cet événement, et il y a un moment donné, vous vous êtes dit, tiens, je vais écrire là-dessus. Alors ça, c'est les mystères de l'art et de l'écrivain, mais à quel moment vous vous êtes dit, je vais en faire un livre? Très vite, j'ai eu le sentiment que le réel dépassait la fiction, qu'il y avait 2 histoires à raconter. Il y avait l'histoire de ce parcours qui peut être accablant et qui, d'une certaine façon, m'a donné de l'énergie. Parce qu'on ne peut pas accepter tout un n'importe quoi pour ses proches du jour au lendemain, d'être malmené, baladé. Donc je me suis dit, il y a quelque chose d'énergique à faire sur ce sujet qui fait peur à tout le monde, qui moi me faisait peur, qui fait continuer de faire peur à mes proches. Eh bien non, il faut l'affirmer. Et je pense que le déclencheur réel du roman, ça a été la visite des EHPAD au tout début, justement par cette espèce d'absurdité où tout d'un coup la fin de vie semblait être résumée à une question immobilière. Et je me suis dit, non, là il y a une forme d'absurdité, il y a presque un côté cocasse et comique. Ça, c'est une veine que j'aime bien. Donc je me suis dit, je vais m'engouffrer là-dedans, et c'est ça, cette recherche à la fois de la récupération, de la rééducation, et cette recherche de trouver le meilleur établissement possible pour, en principe, finir ses jours. C'est ça qui va porter le livre. Et dernière question, comment a-t-il été reçu? Vous êtes maintenant, ça fait 1 an que ce livre est sorti. Il a, je l'ai dit, reçu un des 3 grands prix prestigieux, le prix Médicis 2024. Et donc c'est pas un roman parmi d'autres, c'est un des grands romans de l'année 2024, et reconnu comme tel par vos pairs, par la presse. Entre guillemets, le service après-vente de ce livre, comme tous les auteurs en font, quelle coloration il a pris? On vous a beaucoup interrogé là-dessus, des gens sont venus vous dire j'ai vécu la même chose, enfin, comment s'est passée la post-publication? Alors, j'appréhendais beaucoup parce que je n'avais jamais écrit de livre personnel. Enfin, tous les romans sont personnels, mais j'avais jamais raconté mon expérience dans aucun livre. Et même, j'étais plutôt frileuse par rapport à ça. Et là, tout ce que je rapporte est vrai, ou au moins c'est mon interprétation des faits. J'ai maquillé des noms, oui, ça c'est le privilège des romanciers. Mais je suis restée vraiment au ras de mon expérience. J'appréhendais beaucoup les réactions, et finalement c'est le livre pour lequel il y a eu les réactions les plus empathiques, parce que il est aussi question d'un secret de famille, et beaucoup de personnes vivent ce genre de situation, la question de la dépendance, et puis les squelettes dans les placards, dans les familles, c'est aussi monnaie courante. Donc finalement, jusqu'à ce jour, c'est le livre pour lequel il y a eu les réactions les plus touchantes, et puis les relations se sont nouées comme ça. Ouais, c'était très beau.
Mais écoutez, j'ai commencé cette séquence dans la peau de Nicolas Demorand, je la finis dans celle d'Augustin Trapenard. C'était un vrai plaisir de vous recevoir et je demande évidemment à tous ceux qui n'ont pas encore eu le plaisir, j'ordonne à tous ceux qui n'ont pas encore eu le plaisir de... Non, pourquoi? Parce que c'est pas seulement un plaisir de littérature. Il y a ici dans cette salle des gens qui aiment la littérature et qui ont peut-être déjà lu ce livre à l'annonce de ces assises, mais ceux qui ne l'ont pas fait, c'est pas seulement un plaisir de littérature, c'est pour vous presque un devoir professionnel parce que, je l'ai dit à Julia Deck, elle fait partie de cette génération des 40-50 ans qui ont à affronter la perte d'autonomie d'un parent et ce témoignage-là est au fond celui de millions de Français. Vous les côtoyez tous les jours, mais de le voir dans ce livre, ça donne quand même une impression très forte. Merci pour tout, Julia Deck, d'avoir écrit ça. Merci à vous, merci beaucoup.